Alors des fois, je parle un petit peu doucement et je m'en excuse, mais dans ces cas-là, c'est simple, il suffit d'écouter un peu plus fort. Donc c'est une suite de 12 variations que j'avais écrites, je vais en lire 6 ici. Une cousine. C'est parti. À chaque fois, ça me serre la gorge. Bach surtout. En avant la musique, j'ai le nez qui coule. Voilà, j'essuie discrètement, mine de rien, décontracté, ma grande. Le grand brun assis derrière, le coup d'œil en rentrant, il faut pas qu'il te voie te tortiller comme ça. C'est beau l'orgue. Pourtant, les mariés, les baptisés, les morts, j'ai pas d'émotion. Les cloches, les vitraux, les bougies, tout ça, pchit, du toc. Mais un choral de Bach et je pleure. Une ancienne amie, géologue. Tu as l'air heureux. C'est vrai ? Tu m'oublieras ? Je t'ai promis que tu arriveras à le faire. Ou tu ne m'oublieras jamais comme toi tu me l'as promis. Ni l'un ni l'autre, mon cher, mon bel ami, mon petit sourire complice, comme je le connais celui-là. Tu vois, il y a ce moment. C'est aujourd'hui, avec ton bonheur, ta présence, ton omniprésence. Et moi, presque une absente. Et puis il y aura d'autres maintenant, d'autres temps, et toute une sédimentation comme un paquet de caloviens supérieurs à l'air quaternaire. Et finalement, nous, ce sera comme une vieille photo, longtemps oubliée. 7 ans, peut-être 8. J'ai envie. Je vais encore pas pouvoir me retenir. Je sens que c'est déjà un peu mouillé au bout. Et cette vareuse, elle est serrée sous les bras. J'espère que les autres ne feront pas attention. Les soquettes blanches, la culotte courte, la casquette. Aurore, sa maman lui a mis une grande robe, légère, pâle. Elle est jolie, Aurore. Plus tard, je m'habillerai en fille. Elle. Si tu me trompes, je te tue. Je n'aurai rien à perdre, je te tue. Tu sais, tout le monde sait, je ne supporte pas l'échec. Une vie, 2 vies, je te tue. Un coup de poignard, comme au cinéma. Une petite dague florentine cachée sous l'oreiller. Tu dors et je te tue. Un coup franc dans le cœur, sans trembler. Rester sourde au son, au bruit que tu ferais. Se concentrer sur la main, tenir serré le temps de voir couler le sang. Beaucoup de sang poisseux sur la literie blanche. Si tu me trompes, je te tue. Le père. Je me souviens, quand tu es né, quelques jours après, tu dormais, je t'ai prise dans mes bras, tu as ouvert les yeux grands. Je t'ai dit, un jour, je serai à ton bras dans une église et tu me quitteras. Tu partiras avec un autre. J'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, tout va bien. Juste mes chaussures neuves qui sont un peu serrées. La dernière, qui passait par là. C'est beau, le rayon de soleil pile dans la tête de l'ange à travers le vitrail. Ça fait une petite marque rouge, là, juste derrière la mariée. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non ? Voilà, pour fortuite qu'elle serait, toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'en serait pas moins due au hasard. Je vais maintenant lire un texte, une variation sur les 21 variations sur le thème de la Poste qu'a écrit Rainer Kunz, qui est un écrivain allemand, qui est un écrivain est-allemand du temps du glacis. Rainer Kunz a un dossier à la Stasi de 3500 pages pour de la simple poésie. Peut-être même plus que ce qu'il a écrit lui-même. Je vais lire ce texte sur les lettres, sur la Poste, et ensuite un petit extrait de la préface de son premier recueil, qui
qui m'a beaucoup marqué, dans lesquels vous comprendrez pourquoi les lettres sont importantes pour Rainer Kunz. C'est un poète vers lequel j'aimerais un jour tendre, je sais que j'y arriverai jamais, mais qui est capable d'enlever dans un texte tous les mots inutiles et de ne laisser que vraiment ce qui est indispensable à l'émotion. Quand on lit un texte de Rainer Kunz avec toute la patience et toute la lenteur requise, à la fin on a l'impression d'être passé dans le même chemin que lui et de voir 4 pierres posées sur une feuille, 4 mots, et de se dire mais c'est vrai, c'était ça, et c'était comme ça. Variation sur le thème de la poste, numéro 2, lettre, toi, qui entr'ouvre de 2 mm la porte sur le monde, toi. Ouverture ouverte, toi. Éclat de lumière passé au rayon, toi, tu es arrivé. Et l'extrait de la préface, une interview de Rainer Kunz. Sur une carte postale adressée à Radio Leipzig, où Rainer Kunz avait une émission, une dame d'Aussig an der Elbe demanda un jour un poème d'un certain Kunz entendu au cours d'une émission. Je pensais que la dame devait être une Allemande d'un certain âge ou bien une germaniste, car la carte était rédigée dans un allemand impeccable. J'envoyai le poème et reçus une lettre de 4 pages. La dame avait mon âge, elle était tchèque et médecin. Il s'ensuivit une correspondance qui devait atteindre le chiffre de 400 lettres, dont certaines avaient jusqu'à 25 pages. Nous échangeâmes aussi nos photographies et ma correspondante, très typiquement humain, m'en envoya une où elle avait 17 ans et cette photo est bien le portrait le plus désavantageux qu'on puisse se faire d'elle. Mais cela m'était égal à quoi ressemblait cette femme, sans jamais l'avoir vue, car en ce temps-là, il n'était pas possible de voyager au-delà de la frontière à titre individuel. Je l'appelai une nuit au téléphone et lui demandai si elle voulait être ma femme. Elle me répondit oui, sans hésitation. De l'importance du courrier. Rainer Kunz a fui juste après le printemps de Prague, puis l'entrée des chars en Tchécoslovaquie, a été obligé de fuir son pays avec sa femme. Mais dans son pays, maintenant, dans sa ville natale, il y a un petit monument dédié aux arbres, qui est très important pour Rainer Kunz, avec un petit poème de Rainer Kunz, que je ne peux pas m'empêcher de lire aujourd'hui. Le tilleul, nous l'avons planté de nos mains. Maintenant, nous renversons la tête et déchiffrons sur lui ce que tout au plus il nous reste de temps. Comme s'il avait un pressentiment, il emplit pour nous le ciel de fleurs. Et j'ai voulu lire ce poème parce que des fois c'est une réflexion à avoir avant d'abattre des hommes et aussi avant d'abattre des arbres. Et ces arbres, auxquels je pense là maintenant, ils ont leur petite importance dans le texte de Varek, premier texte de Varek que je vais lire maintenant, qui a été écrit pour une grande partie en courant, en faisant des footings hivernaux, rentrant du boulot le soir le long de la Veine. Comme il faut en principe avoir de bonnes jambes, la tête est un peu plus légère et ça lui arrive de divaguer, et puis des fois ça finit par faire un texte. Et ce petit parcours, il passe devant le parc où il y avait des arbres. Commemoration Day. Le jour va sur sa fin. 2 soldats en tenue de campagne grimpent un escalier entre 2 haies d'ifs. Ils sont presque à la cime, quand d'en bas, on voit un dernier rayon de soleil atteindre l'épaule du second qui marche légèrement en retrait. On ne sait pas où ils se rendent maintenant, sans martialité,
On ne sait rien de ce qu'il peut y avoir en haut des marches. On ne sait pas s'ils se parlent, s'ils ont quelque chose à se dire, s'ils ne se sont pas déjà tout dit. Ils sont comme libres. Tribune, ou miroir d'un autre jour, d'un autre soir, une feuille de nouvelles recroquevillées traverse la route. Mais ce n'est pas encore ton histoire. Tu as juste à regarder, sans voir, te taire pour peut-être un jour dire quelques mots. Cours, garçon, cours. Plus loin t'attend une nappe de sang bien tendue, où tu pourras paisiblement t'allonger. Là-haut, rois et reines te prêtent une attention distraite. À l'ombre de soleil dur, on leur sert des rafraîchissements gantés de blanc. Cours, petit soldat, devant l'odeur grillée des baraques, où la ligne de lumière se tord comme une guirlande de petits cercles de couleurs, où entreposés des regards flous, entre ta course, soldat, et celle du monde. Je suis l'arme de la chute prochaine du soleil. Le sol est dur et tu continues de chanter Tchernobyl. Tu approches ton rêve des bords d'un canal et le cercle du danger t'y accepte volontiers, vers les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Mais il fait nuit maintenant et tu as encore du souffle, des tendons à tendre comme des cordons serrés, autant de bourses pleines d'écus et de ferraille. Tu penses un jour ne plus avoir à te battre contre les cartes. Tu penses que ton nom sera une toute petite histoire, mais tienne. Qu'elle est écrite dans l'air qui passe l'hiver, entre les branches nues des arbres, et tu voudrais abattre ton jeu contre ce ciel de plomb. Cours, soldat, cours, nage, creuse, danse parmi les transis, il n'est pas encore le temps de voler. Voilà, ce texte est issu du recueil Varech. Celui-là a été écrit à Pont-Aven. Chaque texte est écrit en regard d'un endroit. C'est pour ça que j'appelle ça un peu de la littérature côtière, de la pêche à pied. Surtout du sud-Bretagne, mais parfois aussi du nord. Il y a un texte qui a été écrit à Bréa, il y a un texte qui a été écrit à Port-Zéven, il y a un texte qui a été écrit à Rennes. À chaque fois, c'est un endroit, un moment, et les choses qui me passent par la tête à ce moment-là, qui peuvent être complètement étrangères, mais je crois que l'écriture, c'est ça. C'est tout en même temps. Et ce qui est bien dans Varech, qu'on a décidé de faire avec Christina, c'est un bel objet, extrêmement soigné, et qu'on a décidé de rendre à chaque poème sa liberté. Donc on peut le prendre et partir avec. Il veut même revenir d'ailleurs. Il y a maintenant deux textes que je vais me permettre de lire l'un à la suite de l'autre. Tellement ils m'évoquent la même chose. Alors, l'inédit de Saint-Exupéry est en fait une suite de lignes inédites écrites par Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a laissé, quand il était aux États-Unis, à New York, je crois, en 1942, il a laissé le manuscrit du Petit Prince à une femme qui s'appelait Sylvia Reinhardt. Et un beau jour, ce manuscrit a pu être consulté. Et Sylvia Reinhardt, si on regarde bien, c'est quelqu'un qui demandait à être apprivoisé. C'est quelqu'un aussi qui demandait à ce qu'on soit un petit peu respectueux des horaires, parce que ça faisait partie des habitudes de Saint-Exupéry de ne pas arriver à l'heure. Et quand on lit Le Petit Prince, quand on lit le chapitre du Renard, on s'aperçoit qu'il y a une dédicace qui transparaît à l'intention de Sylvie Reinhardt. La phrase importante de ce chapitre, c'est « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Mais cette phrase n'a pas été écrite par Saint-Exupéry d'un seul coup, d'un seul. Et l'inédit de Saint-Exupéry, ça va être les 12, 13, 14 phrases qu'il a écrites avant de les barrer et avant de trouver la version définitive. Juste après, je lirai un texte de Jean-Claude Dubois qui s'appelle « Extrait des Adorables
qui sont des textes sur 3 extraits musicaux. Et celui-ci est écrit sur le quintet en ut de Schubert, dont on entendra des petits morceaux. Et pourquoi je les ai liés? Parce que, indéfectiblement, à chaque fois que je lis ce texte, je pense au dernier chapitre du Petit Prince, qui est l'histoire du serpent. Et de ce moment qui est entre des êtres vivants, la vie, la mort, ce que j'appelle la désapparition. Il a d'abord et successivement écrit, mais ce qui compte est invisible. Ce qui compte est toujours invisible. Mais l'essentiel est toujours invisible. Ce qui est important est toujours invisible. Le plus important demeure invisible. Le plus important est invisible. Ce qui est important, ça ne se voit pas. Ce qui compte ne se voit pas. Ce qui est important ne se voit pas. Ce qui est tellement joli n'est pas pour les yeux. Ce qui se voit, ça ne compte pas. L'important est toujours ailleurs. Ce qui est le plus important, c'est ce qui ne se voit pas. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il est une musique dont on ne se délivre qu'en l'effleurant. Comme on devine le lin sur une peau à ce qu'elle a d'insensible. Seul, j'affronte la plus exaltante de ces menaces, la voir s'effacer peu à peu, sans cesser de me tenir les mains, ni de me dévisager. Dans ces instants qui se font face, j'ai peur de voir mourir Schubert, ne serait-ce qu'une seule fois. Je sais que cette musique ne me veut aucun mal, ne mentira jamais, mais ce qu'elle dit à cet instant est plein d'encre. Il me faut sans cesse l'ensorceler, le réécrire au présent. Il me faut être seul, enlaçant l'écriture et la déploration. À la fin de ce second mouvement, j'ouvrirai les bras et il me faudra tomber comme tombent les cascades à peine remises en liberté. J'ai peur de la mort qui m'échappe des mains, de ses traits délicats, de son corps sur le mien. J'ai peur de ce qu'il y a en moi, d'adorable en elle. Quoi de plus blessant que cette solitude que nous écrivons tous, sans en changer jamais un mot? Quoi de plus silencieux que cet amour fou? Je suis seul et n'ai rien de mieux à offrir que ce que la musique a follement aimé,
Je suis seul comme si tout était de ma faute. La musique avait promis de m'épargner, mais elle n'a pas tenu parole. Ce qu'a composé Schubert restera pour toujours en retrait. Musique noire, simplement posée dans un vase. J'aurais pu toucher cette musique, je crois. La retenir peut-être. Elle qui, en mourant, promettait de ne rien quitter. Musique lente et inavouable, de plus en plus proche, mais de moins en moins dans mes ombres. Un peu de silence, refusé à la beauté. Cette musique qui, elle aussi, va mourant, comme elle est les musiques qui me furent fidèles. Celle qui les remplacera toutes devra être plus lente encore. Sa voix plus grave, presque invisible. Comme si Schubert n'avait jamais existé. Comme si Schubert n'avait jamais existé. Ouf. Je vous remercie de votre écoute, vraiment. Le dernier texte, là, mon dernier texte de cette première partie, est un autre extrait de Varech, et qui a vraiment une odeur de Varech. Cette odeur qui, quelque part, m'a convaincu de venir un jour vivre en Bretagne. Écrit sur l'Ariade Mérien, entre la partie sud, l'entrée de l'Ariade Mérien, puis la sortie. Ça s'appelle Les Arracheuses de dents. Mérien. Une femme remonte sa force du rivage, un panier de fruits de mer à l'épaule, suspendu à son croc. Elle sent bon. L'aria aux hanches larges et rouges appose des alignements de patience. Au sortir, de grands rouleaux insages portent sur la morsure des récifs une douceur de gencive. Équinoxe. Au cours d'un séjour dans le sud de la France, dans un endroit introuvable, en Lomagne, c'est dans le Gers, il arrive ce qui arrive souvent quand on prend une location, c'est-à-dire que le loueur a une vraie librairie dans sa bibliothèque. Et ce jour-là, j'ai trouvé un recueil de poésie occitane dont j'ai récupéré 4, 5, 6 exemplaires soigneusement recopiés. Et c'est un autre son que j'aimerais partager avec vous. Le premier des deux poèmes occitans, j'en aurai un autre tout à l'heure, est de Xavier Ravier, dont je ne connais rien d'autre. Ça s'appelle Aquest vieillot. Je le dirai en français. Ça veut dire ce vieux. Ce vieil homme mène un troupeau vers mon enfance. Tout un troupeau de collines sur leur cou. Je ne sais quelle cloche à marteau de printemps. Le soleil est piqué au bout de son bâton. Dans ses grosses mains, il presse ce paysage de laine où je me suis endormi. On peut respirer.
Je profite de la dédicace de Varech pour présenter un autre travail de Vagamundo, un de ses petits frères ou de ses petites sœurs, Smurut. Alors Smurut, elle a écrit Smurut un peu comme moi j'ai écrit Varech, c'est de la laisse de même, sauf que c'est des textes qui ont été écrits sur des coquilles Saint-Jacques. Même ça, moi, j'aurais pas été capable d'inventer ça. C'est des textes écrits sur des coquilles Saint-Jacques et ensuite il y a eu un montage sur ce travail et un petit film, une petite vidéo. Et moi, j'adore. Ce sera traduit en français, en polonais, en breton. Il est traduit. Et ah oui, il sera. Dans toutes les bonnes librairies. Il vient d'arriver et il est en train d'être monté. Et le DVD sera disponible aussi mais je le le 15 cache. mars. Voilà. Et la sortie officielle le 15 mars. 15 mars. Et le DVD a remporté le prix Laurent Terzieff l'année dernière au Festival Ciné-Poème de Besançon. Si vous souhaitez des références sur les gens dont les textes ont été lus, hormis les Occitans, parce que je suis parti avec l'élève, et on ne retrouve pas forcément la trace du club, je pourrais vous les donner. Le texte de Schubert est là, sur Schubert, c'est pas un texte de Schubert. Je vous demandais si vous voulez, mais on communique fréquemment avec Schubert, mais pas au point de... donc le texte sur Schubert de Jean-Claude Dubois est dans cette édition, entre Bach et Chopin. On a 10 petites minutes, Jean-François. 10 petites minutes, 5, parce que c'est pas les gens de théâtre qui travaillent ici qui lui rencontraient, c'est un peu tendu. Et parfois ça donne lieu à des montées. Et là, j'ai des forums, oui. Alors, il y a des forums d'écriture, il y a de tout sur les forums d'écriture. Et ce texte-là est issu d'un forum qui a fermé, et c'est bien que de temps en temps les forums ferment, puis c'est bien que de temps en temps ils ouvrent, c'est un peu comme les étoiles. Il a fermé il y a un mois. Et ce sont 2 textes de gens que je ne connais pas. L'une s'appelle Claire Serra et l'autre Lina de Broise. Et c'est un premier texte et un deuxième texte que quelqu'un est venu greffer sur le premier. Ça s'appelle « Le silence non masculin ». Où les trouver ces jours immobiles pour lire ce qui coule et s'infuse dans le sol, puis remonte par les pieds, les jambes, ce qui remonte avec force des nappes souterraines comme une fatigue. C'est la vérité, la fatigue. Depuis la naissance, on l'entend qui parle, murmure, entre l'oreille et le nez. Réponse. Cela va sans dire, dit-elle. Elle dépiote la chemise avant de la recoudre entièrement. Elle pince la peau pendant les essayages et pique les nerfs avec ses aiguilles à tête d'épingle. Elle fait son bâti de ton corps en loques. Elle trace des traits de craie sur le tissu et découpe de ses grands ciseaux qui claquent 2 ou 3 pans entiers de ta joie. Pour te la coller ensuite, en fronçant à la taille, substitut dérisoire à ta vérité. Car c'est pour elle, tu ne la tiens que très lasse, surprise entre tes mains comme un nid de mousse et de givre, cet ornement. Tu vas le dire, tissé de salive, de petits mots chuchotés avec l'extraordinaire sérieux des enfants qui est si proche du rire. Tu le pétris et tu le files. Quand l'écheveau se dévide, il parcourt les distances octroyées par la patience qu'il t'aura fallu pour l'obtenir. Corde extatique qu'il te plaît de tendre, comme de l'entendre sonner l'inouï. De Claire Serra et Lina de Broise.
on en vient à nos valises. Donc autant Varech a été écrit sur des pérégrinations bretonnes, autant le recueil suivant, et donc il sera beaucoup plus hétérogène, je l'ai voulu faire à partir de notes de voyage vrais ou de voyages fictifs. Le recueil s'appellera De la lenteur des valises au retour du voyage. Comme si au moment de l'arrivée à l'aéroport, on reprenait tout ce qu'on a rassemblé et on essayait de fixer sur le papier les idées maîtresses de ce qu'on vient de vivre. Mais dans ce recueil, il n'y aura pas que des endroits où je suis allé. Et là, je vais lire 2 textes. Un texte de retour d'Extrémadure, un endroit où je suis allé, qui s'appelle Canchal de los Cabras Pintadas, qui est un petit ruisseau et un chemin qui est parfois dans le ruisseau, souvent dans les racines des arbres, qui permet de monter à un monastère dans lequel on ne peut pas rentrer. Et à côté de ce monastère, il y a l'entrée d'une grotte avec des peintures préhistoriques. Les chèvres peintes. Et la merveille, c'est de monter jusque-là. Ce texte est tout empreint de la couleur rouge, à la fois des chèvres, mais qu'on rencontre sur tous les murs de cette région, jusqu'au nom des rues. C'est pour moi vraiment la couleur qui a marqué mon voyage là-bas. Et autant je suis allé dans cette région d'Estrémadure, autant ensuite je ne suis jamais allé en Pologne. Le texte suivant est un texte qui est venu après l'écoute de la 3e symphonie d'Henri Górecki, qui est un compositeur polonais, exécuté par un orchestre polonais, avec un chef polonais. Et ce sont les premiers mots que j'ai pu écrire après. Longtemps après. Et de l'écoute de ce moment-là, je ne suis pas sorti indemne. Sangres compartidos. Temps anciens qui ont porté sur les murs les comptes en rouge de leurs jours, alignés dans le corral comme des troupeaux de cornes. Quel combat, quelle reconquête déjà. Nous marchions sur des eaux fortes qui couvraient nos voies. Nous allions genoux à rebrousse-vallée, traversant les champs de pierre et les rivières dieuses qui nous fixaient de leurs troncs noircis. Que disent-ils ? Aux portes des cellules, les membranes ossifiées du dire ont planté là le silence entre leurs mains de bure, doigts du cyprès posés sur les lèvres de l'arroyo. Leur nom est signé du même sang sur les arcs, les voûtes de l'apprendre, couvent de leur prudence la tribe et du savoir. Ombre, où les eaux courent protéger leur quartier, où est notre peur de nous ? Nie ploch. Nie ploch. Ça signifie en polonais, excusez ma prononciation, ne pleure pas. Se relevant de terre et se frappant les manches, les flancs, les cuisses, secouant la poussière et se mettant en marche, rejoignant les autres qui sortent de leur baraque, avançant du même pas et parlant de la même humeur, juste, troupeau se mettant en ordre mécanique, fluide, disparaissant par le trait d'émotion pure du haut de l'image, comme quelque chose qui serait encore un peu vivant, où il y a si peu de temps, ou se devant de renaître bientôt. Donc, 2 textes qui feront partie du recueil,
où il y aura des textes plus longs, des textes très courts, vraiment quelque chose qui n'aura pas la même unité que Marek. Un poème, non, un anti-poème occitan de Robert Laffont. Robert Laffont, ça s'écrit F-O-N-T. Et pour les Occitans, c'est à la fois Pierre-Jacques Zéliaz et Xavier Graal. C'était. Anti-poème. Et pourtant, comme la forme de la femme divise l'espace que j'ai dans le corps, cet étrange organe qui, du sexe, fait une pensée et domestique les monstres, qui, je parle comme je peux, est une main tendue ou une voix qui met du large dans le monde, il faut bien toujours attendre la création gaie comme le pas des filles le matin allège la mort, sans l'évanouir, mais pour lui donner le juste sentiment du jour. Je disais après que les ateliers d'écriture que nous avons là-haut allègent un peu des fois l'atmosphère. Et je pense que c'est bien qu'on allège un peu. Donc 2 textes qui ont été écrits avec Nathalie Debroc. Le premier texte, on tirait un mot dans un dictionnaire qui, je trouve génial, qui est le dictionnaire de mots dont on ne se sert plus. Il y en a plusieurs éditions, mais celui-ci est vraiment un dictionnaire fait par des professeurs de littérature. Et ce jour-là, j'ai tiré le mot « semblance ». J'aurais pu plus mal tomber. Semblance et ressemblance est un dialogue intérieur, donc uniquement les pensées écrites, entre 3 personnes, elle, lui et l'autre. L'autre qui n'apparaît pas, mais ni l'un ni l'autre. Lui. Tu seras trop tard, et ce tard me sera reproché. Il fera froid, et le froid me sera reproché. Il fera presque sombre, et de cette ombre, le poids me sera reproché. Ce sera loin des villes, des rues éclairées, animées, vivantes, et toute cette immobilité muette me sera reprochée. Et pourtant, tu auras choisi l'heure, tu auras choisi l'endroit, le silence, tu auras choisi de la désolation, la semblance, et de l'exil, la ressemblance, et de ma faute, la désignation. Elle, il aurait dit au crépuscule, et nous aurions convenu de ce crépuscule, il aurait aimé le jaune pâle de la lumière, des dernières feuilles, des couleurs du soir, un jaune ou vouloir se tenir au chaud. Toi, tu me diras, tu frissonnes, et tu me couvriras de ton manteau, et je penserai, lui, comme à quelque chose de jaune, et tu penseras, lui. Et de son passé, nous ferons une semblance d'existence au milieu de nous, entre nous. Et tu n'oseras pas me toucher. Tu m'en demanderas, à quoi penses-tu? À quelque chose de jaune. Lui. Sais-tu que le jaune est la couleur de la folie? De la marguerite, une fois le dernier pétale arraché? Verras-tu les nuances, chaque nuance sur mes habits? Ocre, sable, vanille, moutarde. Elle. Tu seras habillé d'oubli, et cet oubli ne sera que la ressemblance d'un autre que toi. Toi tu es sang, toi tu es feu, toi qui es bruit. Je penserai à quelque chose de jaune, d'autre, et tout ceci ne sera pas très drôle. Plus tard, à la table du café, où nous serons entrés nous réchauffer, pendant un de nos silences, tu pousseras du revers de la main quelques miettes de pâtisserie citronnée, comme pour faire place nette. On se regardera d'un sourire discret, d'un sourire distant, mais sincère. Lui, fataliste, ce sourire, et ce ne sera pas très drôle, mais tout de même, un peu.
et de ce rire de nous-mêmes, il y aura comme une lointaine ressemblance. Écrire l'avenir. Consigne de Nathalie de Broc, écrivez l'avenir. Elle, lui. Elle, prenez vos plumes, bruit d'encrier, et écrivez l'avenir. Lui, vous n'y êtes pas du tout. Elle, sérieuse et péremptoire, par définition. Lui, l'avenir à présent. On aura vraiment tout vu. Elle rêvasse. Lui, c'est que, vous comprenez, le futur, c'est comme l'horizon, c'est fuyant, c'est impréhensible. Elle, tenez, il lui tend sa main. Eh bien, lisez. Il chausse ses lunettes. Tout s'explique. Je vois une grande aventure, un amour extraordinaire, le tiercé de dimanche prochain, des millions, vous allez gagner des millions. Elle fait l'amour. Vous manquez vraiment d'originalité. Il se concentre. Elle. Alors ? Lui. Je vois le cadavre exquis d'un petit agneau noir qui va se lever et chercher sa maman. Mais votre main est brûlante ? Elle. Oui, je l'aurais mise au feu que vous saviez lire entre les lignes. Ah, imprudente, folle que je suis. Elle se reprend. Écrivez donc sous condition, ce sera parfait. Lui. Simple. J'aurais pris votre main, j'aurais enlevé votre gant, puis votre chapeau, que j'aurais posé délicatement pour ne pas froisser la plume, puis vos chaussures, le rideau se ferme doucement. Il est bien entendu que même au conditionnel, l'avenir est par essence impréhensible, et ce mot reste d'ailleurs également à inventer, et c'est une autre histoire. Et pour terminer, un texte qui m'accompagne depuis longtemps et que j'ai déconstruit pour le reconstruire. C'est un texte de Saint-Jean Perse qui s'appelle « Chanson ». Et ce n'est rien qu'un homme ne soit triste. Et ce n'est rien qu'un homme triste ne. Et ce n'est rien qu'un homme ne soit triste. Avant le jour, mais se levant. Jour triste ne. Homme levant avec prudence. Jour arbre, homme triste ne. Avant le jour et se tenant avec prudence, commerce vieille, arbre un. Arbre un. Étoile et ciel. Et chose pure, plaisir. Dans le commerce d'un vieil arbre, un, appuyé du menton à la dernière étoile. Homme triste, ne. Du menton, il voit le ciel à jeun. Le ciel, le ciel, le ciel. Il voit dans le ciel à jeun, avec prudence, dans le commerce, de grandes choses pures. De grandes choses pures qui tournent. Au plaisir, triste, ne. Au plaisir. Et ce n'est rien qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre. Le menton appuyé à la dernière étoile, il voit dans le ciel à jeun de grandes choses tristes qui tournent au plaisir. Au plaisir.